Bonsoir à tous, lundi 1er juillet, début d'une nouvelle semaine d'information locale, premier journal du mois sur TV78. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le déplacement de plusieurs sénateurs des Yvelines à l'aérodrome de Toussus-le-Noble autour du président de la Chambre Gérard Larcher. Ils ont visité le site aux outils innovants. Sur place notamment un avion électrique capable de voler pendant 1 heure. Et les vacances d'été approchent, une période pendant laquelle de moins en moins de Français partent avec la pauvreté qui augmente chaque année. Le Secours populaire français se mobilise afin de donner cette chance aux familles. Nous en parlons en plateau. Et puis ce projet devrait voir le jour en 2021 dans le sud Yvelines. La station d'épuration de Guéville va faire peau neuve. Elle sera raccordée à une unité de méthanisation. L'objectif, c'est de produire du biogaz qui sera injecté dans le réseau GRDF. Et puis l'adjoint au maire de Morpas et conseiller communautaire de 50 ans en Yvelines, Erwan Le Gall, sera également notre invité. Il vient de prendre la tête du comité des Yvelines d'Objectif France. Mais avant de débuter, un policier placé en détention par le parquet de Versailles. Il est soupçonné d'être l'auteur de la trentaine de coups de couteau qui a coûté la vie à un gardien d'immeuble de 25 ans. Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi à Jouarre-Pontchartrain. Les deux hommes avaient eu une relation amoureuse. Le fonctionnaire a été mis en examen pour homicide volontaire après avoir reconnu les accusations. Le motif du meurtre reste pour le moment flou selon le parquet de Versailles. Scène de violence urbaine à Saint-Germain-en-Laye. Une bagarre a éclaté dans le quartier de Bel-Air samedi soir. Une rixe entre bandes rivales de la ville et d'autres venus de Chanteloup-les-Vignes. Une trentaine de personnes seraient impliquées. Au total, les échauffourées ont fait 7 blessés. 3 personnes sont en état d'urgence absolue. Des barres de fer, des battes de baseball et des couteaux ont été utilisés. Des affrontements qui feraient suite à une autre rixe qui avait éclaté la veille, vendredi, lors de la soirée d'ouverture de la Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Les sénateurs des Yvelines, accompagnés donc du président du Sénat, ont visité l'aérodrome de Toussus-le-Noble. C'était en fin de semaine dernière. Découverte sur place des outils innovants. Le récit de Marilène Yapichino. Il faut que vous repreniez votre vitesse en fait. Une sénatrice au volant d'un hélicoptère. Ce simulateur de vol permet aux futurs pilotes de s'exercer. L'aérodrome de Toussus-le-Noble était le premier à le mettre à disposition pour la formation. Tout ce qui ne sera pas possible en fait durant le vol réel, ou ce qui n'aura pas été vu, comme par exemple des météos très dégradés, dans lesquels on ne se met pas sur des vols réels, on va pouvoir confronter le pilote à ce type de météo pour le jour, le fameux au cas où. Il l'aura déjà vu sur simulateur de façon très réaliste et saura du coup comment se comporter. Les sénateurs ont passé la matinée à visiter cet aérodrome et ses technologies. Autre exemple unique en France, l'avion électrique d'une autonomie d'1 heure. Cet avion électrique, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Il est blanc. Pourquoi ? Parce que c'est l'avion de l'ONU, c'est l'avion de la paix avec les riverains, tellement il est silencieux. Notre sujet à Toussus est de réduire les nuisances sur l'environnement. Et donc, nous innovons avec des start-up qui vont générer de nouvelles motorisations hybrides, électriques, l'avion électrique, des nouveaux usages et surtout un dialogue qu'on a favorisé au niveau local, au niveau territorial, entre les riverains et les usagers. Un sujet qui répond aux problématiques actuelles des sénateurs. L'intérêt, évidemment, à quelques jours d'entamer les discussions sur la loi climat-énergie, nous sommes là sur un secteur d'activité qui est l'aéronautique, qui est aussi un secteur d'activité primordial pour la France et qui va être absolument exemplaire dans la recherche d'économie d'énergie, d'économie des nuisances. Le projet de loi énergie-climat a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture le même jour. Le texte arrivera en discussion au Sénat le 16 juillet. Toujours dans le domaine de l'aéronautique, la PME Jaquelot Pécli participe à la production de l'antenne du Rafale, l'avion de combat de l'armée française. Cette usine spécialisée dans les systèmes de télécommunication est située à Trappes. Découverte de l'activité des employés sur ce site avec Nicolas Dandry. Ce sont des orfèvres de l'aéronautique, ils sont intégrateurs électroniques, câbleurs ou encore techniciens polyvalents. Au total, 25 personnes sont employées dans ces ateliers de la société Bowen Jaquelot Pécli implantée à Trappes. On travaille soit sur système antennaire, en fait, effectivement, sur des produits qui sont montés sur aéronefs. En fait, ça, c'est des appareils qui permettent de communiquer, soit avec un émetteur qui est situé soit en vol, soit au sol. Télécommunications et antennes pour l'aéronautique, la spécialité de cette société. En pleine croissance de son activité, elle recherche des nouveaux collaborateurs, notamment dans la conception de câbles et l'intégration électronique. Il y a de la coupe de câbles, il y a du raccordement, donc il faut souder des connecteurs sur les prises bien spécifiques.
Alors ici, nous avons des cartes à intégrer. Donc nous avons des cartes vierges avec mise de composants. Il faut connaître, savoir souder. Et une bonne expérience aussi dans les composants. Savoir lire et déchiffrer aussi les plans. Après la production vient une phase de contrôle, notamment pour les antennes. C'est voir si elle fonctionne, c'est voir si elle répond aux caractéristiques demandées par les clients, c'est voir si l'antenne est correctement assemblée, intégrée, que tout se passe bien. Les postes d'intégrateurs électroniques et de câbleurs sont à pourvoir dès à présent. Une page politique à Vernouillet ont voté ce week-end pour le second tour de la municipale partielle. Le maire sortant UDI Pascal Collado a été réélu. Pour rappel, le scrutin a été organisé suite aux nombreuses démissions dans le camp de la majorité. L'édile a récolté 54% des suffrages, soit 458 voix devant Marie-Hélène Lopez-Jolivet, l'ancienne maire socialiste en lice à l'élection sous l'étiquette de La République En Marche. En troisième position, le candidat SE Jean-Pierre Grenier totalise 15% des voix. Qualifié pour le second tour, l'ancien adjoint Jean-Yves Denis avait lui fait le choix de se retirer pour ce second tour et 35,5% des électeurs ont voté lors de ce second tour de la municipale. Dernière séance avant les vacances d'été, le conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines s'est réuni en fin de semaine dernière. À l'ordre du jour, la validation des comptes administratifs de 2018, mais aussi le lancement d'une concertation. Elle sera un préalable à la restructuration de l'hypercentre, ce secteur autour de la gare de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. 70 000 voyageurs y transitent chaque jour et le bassin concentre 40 000 emplois. Plusieurs opérations sont prévues pour le quartier. Écoutez. Ce centre qui aujourd'hui est quand même extrêmement vieillissant et qui du coup perd un peu en dynamisme et en attractivité. On a SkyWest qui peine à se remplir à nouveau. On a un centre-ville qui est très original mais dont les bâtiments vieillissent. Donc ça peut concerner l'avenue du Centre, le canal urbain, voilà, toute cette zone-là qui a vraiment besoin d'un petit coup de jeune, un petit coup de neuf. Lui est justement conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, c'est Erwan Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le premier adjoint de la ville de Maurepas. Vous êtes le nouveau président du comité des Yvelines d'Objectif France. Passation officielle qui a eu lieu ce vendredi à Versailles. Vous succédez à Stanislas Delafoy. Comment vous accueillez cette nouvelle fonction ? Je suis très heureux. Je tiens d'ailleurs à remercier Stanislas Delafoy parce qu'il a présidé pendant un peu plus de 2 ans ce comité au niveau des Yvelines. Et la transmission, c'est quelque chose d'important. Et aussi pour celui qui lâche la fédération, c'est quelque chose aussi sur lequel il va aspirer une nouvelle carrière professionnelle ailleurs, à l'étranger pour le coup. Donc merci à lui pour cette confiance. Mais écoutez, je prends ça avec beaucoup de sérieux, évidemment, beaucoup de hauteur. C'est important, le département des Yvelines, et lorsque on a cette responsabilité-là, on se rend compte que c'est un grand département avec des poches différentes, des poches économiques évidemment sur lesquelles je suis très très attentif, comme vous le savez, mais aussi avec des enjeux importants pour l'avenir, puisqu'il y a des échéances municipales qui arrivent en 2020, donc nous allons agir en ce sens. On va en parler dans un instant. Alors, le comité des Yvelines a été lancé fin 2017. Objectif France, c'est un mouvement créé au niveau national en 2014 par le chef d'entreprise Rafix Mati. On représente l'idéologie. On est à droite pour cette idéologie ? Totalement. Alors, c'est à droite, c'est viscéralement à droite dans le sens libéral, humaniste et surtout conservateur sur tout ce qui est régalien. Et ce qui est très rassurant à la tête de ce parti, Rafix Mati, c'est un chef d'entreprise, vous l'avez dit, c'est pas un énarque. Il a réellement les pieds sur terre. Il y a un comité exécutif autour de lui où ce sont des gens de la société civile. Moi, je peux vous dire que j'ai découvert ce parti depuis peu. Puisqu'il y a une alliance avec le Parti libéral-démocrate. J'ai rencontré toutes ces personnes. J'étais très charmé. Au-delà d'être charmé, j'ai vu aussi la puissance de frappe, de travail. Ça n'arrête jamais. Il n'y a jamais de temps mort. Et surtout sur un panel et des champs des possibles de tout ce qui se passe en France et à l'international. Et est-ce qu'on est dans une totale logique d'opposition à la politique du gouvernement ou vous pouvez vous accorder sur certains sujets avec cette politique du gouvernement ? À ce jour, ce qui est difficile de s'accorder avec le gouvernement, c'est que pour le coup, sur certaines réformes, on a l'impression qu'ils ne vont pas assez en profondeur. Par exemple, il n'y a pas, la loi Pacte, par exemple, il n'y a pas assez
assez d'investissement du gouvernement pour aller très loin dans la réforme. Donc du coup, on propose autre chose. La loi PAC est un exemple flagrant. Ce qui se passe là actuellement sur les taxes sur les propriétaires avec la loi environnement est quelque chose qui est complètement ahurissant. Tout ce qui se passe, on n'entend pas beaucoup parler, mais tout ce qui est lié à la mer, et les îles qui vont être bradées comme ça d'un revers de manche, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, tous ces sujets-là, on est évidemment en opposition constructive avec des propositions on devrait nous écouter d'ailleurs, un peu plus. Alors vous le disiez, la stratégie maintenant, c'est de préparer ces municipales qui arrivent l'année prochaine en 2020. Il y a d'ailleurs des universités d'été qui sont programmées cet été pour le parti. Quelle stratégie justement? C'est de présenter des candidats dans des villes des Yvelines, peut-être nouer des alliances avec des maires peut-être déjà en place? Très bien. Alors sur un plan national, donc il y a les universités d'été, tout ce qui est lié au municipal, Objectif France, c'est déjà au travail. Voilà, c'est une machine qui est déjà partie, lancée, avec des axes bien précis. Il y a pour objectif 100 listes d'annoncés en France. Sur les Yvelines, eh bien écoutez, le travail, il est un petit peu en l'état à voir, à déblayer. Moi, je souhaite rencontrer un maximum d'élus, de futurs candidats, peut-être voir des gens qui sont déjà élus, et puis voir s'ils veulent adhérer à Objectif France. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de consensus, de mauvais consensus en tous les cas. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous de faire des grands écarts pour obtenir des postes. Ça, un consensus par exemple sur votre ville, Maurepas, avec le maire en place, Grégory Garistier? Moi, vraiment, et c'est là toute la différence, c'est lorsqu'on est délégué et on préside une fédération départementale, moi je regarde sur le département. Je ne regarde pas sur ma propre ville. D'accord. Tout va bien. Vous avez une vision plus globale sur le département. Déjà, ça serait trop facile. Et je crois que sur le département, il y a vraiment des actions à mener. Il y a des élus qui veulent nous rejoindre. Dans tous les cas, on le voit. Je rappelle que Stanislas a repris la fédération. Lorsqu'il a lancé, il y avait 150 adhérents. Nous sommes à plus de 450. En France, nous sommes à 50 000 adhérents et sympathisants. C'est une machine qui va certainement grandir encore plus au niveau du département. Il faut pour cela être présent. Et évidemment, il nous reste 6 mois pour voir ce que l'on peut faire. Je vais être de cela et très actif sur le territoire. Merci Erwan Le Gall, président du comité des Yvelines d'Objectif France 78. Merci d'être passé en plateau. C'est un projet, un chantier qui est très attendu dans la région de Rambouillet, une nouvelle station d'épuration raccordée à une unité de méthanisation. Cette structure permettra notamment d'injecter du biogaz dans le réseau GRDF. Les acteurs du projet se sont retrouvés récemment pour une visite du chantier. Le reportage de Nicolas Dombry. Elle traite les eaux usées des communes de Rambouillet, Gazeran et Vieille-Église. La station d'épuration de Guéville fait peau neuve. Doublement des capacités de traitement des eaux, un chantier de 2 ans lancé par le syndicat intercommunal de la région de Rambouillet. Ce que vous voyez derrière, c'est un bassin d'orage qui fera 7600 m3. Donc 7600 m3, c'est un bassin qui va faire plus de 30 mètres de diamètre avec plus de 15 mètres, 20 mètres de profondeur. C'est un projet qui est important puisqu'on va pouvoir améliorer la filtration des eaux, donc on va déjà doubler le volume de flux, donc ça c'est quand même important puisqu'on va passer de 8000 m3 jour à 16 800 m3 jour. En plus de cette rénovation, une unité de méthanisation va être raccordée à cette station d'épuration. Une première en Île-de-France, objectif, alimenter en biogaz entre 400 et 500 logements. Les boues d'assainissement constituées de bactéries, de différentes natures de matières organiques, vont être amenés à produire, à générer du gaz vert, du gaz renouvelable produit sur le territoire et qui sera ensuite réinjecté dans le réseau de gaz naturel. Coût total du projet, 26 millions d'euros, financé notamment par des aides de l'État, de la région et du département, et sur les fonds propres du syndicat intercommunal de la région de Rambouillet. S'il n'y avait pas eu les élus locaux, le président du CIR, les 3 maires, de Rambouillet, de Gazeran et de Vieille-Église, s'il n'y avait pas eu un préfet, j'allais dire 2 préfets, et un sous-préfet à Rambouillet qui a aidé, je crois que le dossier ce matin, il ne serait pas encore à sa première pierre. La nouvelle station d'épuration de Guéville sera opérationnelle à la fin de l'année 2021.
J'accueille à présent sur ce plateau Pascal Rodier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président, le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Alors avec les vacances qui approchent, votre fédération est mobilisée pour mener des actions auprès des enfants, des familles, aussi des seniors qui n'ont pas cette chance de partir en congé. Cette aide, elle part d'un constat, c'est que de plus en plus de Français ne peuvent pas partir en vacances. Si on considère que la population augmente régulièrement en France, on est toujours à peu près à la même statistique d'un enfant sur 3 qui ne part pas en vacances. Donc effectivement, les problèmes sont loin d'être résolus. Donc de plus en plus de Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Vous le disiez, c'est aussi la pauvreté qui gagne du terrain, la population qui augmente, la pauvreté qui augmente. Oui, aussi. et puis les vacances deviennent de plus en plus un produit de luxe, c'est-à-dire qu'y compris dans le tourisme qu'on qualifie de social, ça reste quand même très onéreux. Les transports ne baissent pas aussi en termes de coûts, donc ça fait autant de freins à la mobilité et donc au loisir pour les personnes, quoi. Et ces familles qui sont privées justement de vacances, ça renforce leur sentiment d'exclusion. Disons que ça fait partie. C'est très symbolique, les permettre à ses enfants notamment ou permettre à sa famille d'avoir au moins un bol d'oxygène. Être privé de ça, c'est quelque chose de très stigmatisant. C'est un petit peu comme au moment des fêtes de Noël, ne pas pouvoir offrir un jouet à son enfant. Là, c'est pareil. Au moment de l'été, c'est synonyme de détente, de loisir, de repos. Et quand c'est pas possible, c'est vrai que c'est une souffrance supplémentaire. Alors ce chiffre, en 2018, 3262 personnes ont pu être accompagnées par le Secours populaire, ont pu bénéficier des sorties mises en place par le Secours populaire des Yvelines. Plusieurs actions sont en place. Parmi les plus connus, il y a forcément les séjours en famille de vacances, des enfants qui sont accueillis au sein de familles bénévoles. Tout à fait. Donc en fait, on a des familles bénévoles dans le département des Yvelines, une dizaine. Et aussi, on a un réseau national de fédérations. Et donc on a 7 fédérations partenaires qui acceptent en fait de faire les démarches pour trouver des bénévoles dans leur département qui accueilleront 1 ou 2 enfants pendant 15 jours ou 3 semaines. Et vous êtes encore à la recherche de familles bénévoles ? Alors là, honnêtement, ça commence à être on commence à être un petit peu sur la fin. Il peut arriver que pour le mois d'août, il puisse y avoir des dossiers qui se débloquent. Mais là, franchement, les personnes qui se proposeront, on gardera un contact avec elles pour revenir vers elles pour l'été 2020. Ça fait un peu court quand même. Il y a un petit peu de démarche administrative à faire malgré tout. Alors, il y a aussi une action qui revient à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le village Copain du Monde qui revient donc pour la 3e fois. Ça sera du 12 au 19 juillet et qui mêle finalement des enfants de plusieurs nationalités. C'est ça pourquoi finalement ce séjour interculturel. Pourquoi le mettre en place ? C'est le projet du Secours populaire de ne pas faire de distinction entre la solidarité en France et dans le monde déjà. On a un réseau d'enfants solidaires aussi qu'on appelle les Copains du Monde et donc on prend le projet à la lettre, c'est-à-dire que pour être copain du monde, le mieux c'est quand même de rencontrer des enfants du monde. Et donc on travaille avec des partenaires à l'international. Cette année, pour la première fois, on a des petits Touaregs qui vont nous rejoindre. D'accord. Il y aura des enfants du Portugal, mais aussi des enfants de la Marne et donc des Yvelines. Et on cherche en fait à créer des conditions pour qu'ils aient des liens qui perdurent en fait et qu'ils échangent autour de la solidarité. Et c'est en même temps un séjour de vacances et de découverte. Alors d'autres actions, bien sûr, les séjours en colonie, les séjours familiaux. Il y a aussi un accompagnement pour des séjours auprès des seniors, oui. C'est ça ? Alors ça fait quelques années maintenant qu'on développe des séjours pour les seniors isolés. Puisqu'on s'est rendu compte que c'était une population, ça fait maintenant 10-15 ans que les seniors reviennent de manière plus visible dans les permanences d'accueil du Secours populaire. Donc on a très tôt cherché à manifester notre solidarité par rapport à ce public-là, solidarité naturelle. Donc on a commencé par le banquet des cheveux blancs, où on emmène les gens aux guinguettes, en fait. C'est une valeur symbolique forte pour nos aînés. Et puis depuis quelques années, grâce au soutien du conseil départemental et de la NCV, on fait des petits séjours ou des excursions d'une journée pour les seniors. Donc la semaine dernière, ils étaient sur la côte d'Opale, un groupe d'une dizaine. Et puis vers la mi-juillet, il y a une sortie à Deauville, puisque le 21 août, on fait la journée des oubliés des vacances là, pour les enfants sur le même site. On le rappellera jamais assez, le Secours populaire a bien sûr besoin de vos dons pour financer ces actions. Vous pouvez avoir toutes ces informations données sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Pascal Rodier. C'est moi qui vous remercie. Secrétaire général du Secours populaire des Yvelines.
Vendredi dernier, on commémorait le centenaire de la signature du traité de Versailles, document de paix signé en 1919 à l'issue de la Première Guerre mondiale. Pour l'occasion, une centaine d'étudiants américains en politique et relations internationales étaient présents lors d'une cérémonie à Versailles. Elle se tenait au pied du monument Pershing et Lafayette, symbole de l'amitié franco-américaine. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet. Ils ont souhaité venir faire une visite à ce monument parce que c'est un monument un peu unique au monde, dans lequel on voit deux généraux qui conversent. Les relations entre les deux sont très importantes, spécifiquement maintenant parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre l'Europe et les États-Unis. Donc je crois que la commémoration est très importante. C'est important pour les nouvelles générations à comprendre qu'est-ce que c'est Versailles, qu'est-ce que c'est la guerre mondiale et qu'est-ce que c'est les thèmes et les récurrences historiques qu'on voit maintenant et comment on peut les empêcher. De la première, on passe maintenant à la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, l'Île-de-France a été notamment libérée par la 2e division blindée américaine, mais d'autres troupes aussi ont participé à ce moment d'histoire, comme la 79e division d'infanterie. Sa mémoire est entretenue par une association. Ce week-end, elle faisait une reconstitution au parc de Diane, au Claye-sous-Bois. Mélanie Poquet et Yves Hubstenberger. Les Américains, dès qu'ils arrivaient, il y avait des personnes dans un bunker allemand des Allemands, ils tiraient sur les Américains. Loïc, 10 ans, a fait un bond dans le temps ce week-end. Allemands et Américains, face à face, comme il y a 75 ans. En 1944, le parc de Diane est au cœur de la libération de la ville. La 2e DB, en parallèle avec l'armée américaine, est venue au bois des Clays, puisque sur les rapports américains, on peut lire le bois des Clays et non les Clays sous bois, sur la période du 24 au 26 août pour libérer cette partie de l'Île-de-France. L'association recrée l'histoire de cette division créée en 1917 et qui débarque en Normandie entre le 12 et le 14 juin. Une reconstitution possible grâce à une vingtaine de passionnés pour se souvenir. Donc dans les chars, il y avait une par équipage. Une arme collective. Très bonne initiative et j'arrive, mais bon, j'ai eu l'occasion de voir quelques stands et très intéressant. Ça fait rappeler des valeurs à certaines personnes et puis ça fait rappeler qu'il y a des mecs qui sont battus pour nous défendre et que c'est bien de reconstituer tout ça. On n'imagine pas en fait. On n'arrive pas à se rendre compte que ça a pu exister et que maintenant on vit tellement dans une vie où on a quasiment tout. Tout nous est donné et on a peut-être tendance à oublier qu'il y a des gens qui se sont battus justement pour tout ça en fait. Une période qui a laissé des traces. Dans leur fuite, les troupes allemandes incendient le château pour ne laisser que cette vue qui perdure encore aujourd'hui. Et bien sûr, la chronique du lundi avec Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous nous présentez les résultats, l'actualité sportive du week-end, un sport dont on ne parle pas souvent. Mickaël, c'est le CrossFit, le vélodrome qui était plein à craquer ce week-end. Des sportifs ultra musclés, un rythme effréné. La fièvre du CrossFit a gagné le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant 3 jours, la structure a accueilli pour la toute première fois le CrossFit French Throwdown. La compétition a attiré près de 9000 personnes dans l'enceinte. On écoute l'un des organisateurs au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Moi, je suis anglais. J'ai fait ce genre de boulot dans plus de 7 pays. Les infrastructures ici sont exceptionnelles. La flexibilité de l'équipe aussi nous permet de construire. On a construit un stade à l'extérieur. On a un village partenaire. Et comment se déroulait la compétition ? Alors, plusieurs catégories étaient au programme. Des moins de 18 ans en plus de 50 ans. Au total, 540 participants venus de 47 pays se sont affrontés à travers une dizaine d'épreuves qui mêlaient à la fois force, endurance, précision et vitesse. On écoute les réactions. Même ma catégorie RX, c'est à très gros niveau, donc c'est un honneur d'être ici. C'était vraiment un événement réussi. Pour moi, c'est le meilleur événement en Europe qui existe, quoi. Très haut. Je ne pensais pas que ce soit si haut niveau. Ça nous booste, même nous les plus petits, pour devenir plus grands et plus forts. Donc, à refaire. Très gros niveau, c'est très intéressant. Je ne pensais pas avoir autant de monde ici. Et c'est vraiment bien, ça montre que le CrossFit a beaucoup d'importance. Les meilleurs ont remporté un chèque de 10 000 € et le droit de participer au CrossFit Games, l'équivalent de la Coupe du Monde de la discipline. Vu le succès rencontré cette année, les organisateurs
discute déjà d'un éventuel retour au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Décidément, dans cette chronique, la part belle a des pratiques originales. Une compétition, après le CrossFit, il y avait aussi une compétition insolite. C'est ça, une équipe versaillaise baptisée Titanic a participé au Red Bull jour d'envol le week-end dernier à Lyon. Une compétition délurée où les participants doivent propulser leur ovni du haut d'une plateforme de 6 mètres après une petite chorégraphie. Les Jack et Rose d'un jour sont ensuite notés par un jury. Regardez cet extrait de leur compétition. Ils ont finalement terminé à la 14e place sur 32. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Merci Mickaël. On vous retrouve bien sûr dans votre émission dans un instant, le 7-8 Sport sur TV 78. Avant de refermer ce journal, ces formes géométriques apparues dans un champ à Saumarchet samedi. C'est ce qu'on appelle un crop circle pour certains. C'est la trace du passage d'extraterrestres sur notre planète. Mais d'après nos confrères de 7-8 Actu, la réalisation serait bien d'origine humaine, tracée par des professeurs de sciences yvelinois pour une leçon de géométrie. Soyez donc rassurés. Mickaël, vous l'êtes, je sais. Pas de débarquement d'extraterrestres encore prévu dans les Yvelines. C'est la fin du 7-8 journal. Belle soirée sur TV 78.